Bonjour Thierry Regnault. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Habituellement, je me rends à Paris pour mes interviews, mais aujourd'hui, j'ai la chance de vous recevoir ici, à Troyes, ville de laquelle tu es originaire. Absolument, je suis né ici il y a quelques années, oui, tout à fait. Et je viens voir ma mère et mon frère qui sont toujours là. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Eh bien, alors c'est très très simple. J'étais amoureux d'une jeune fille qui avait 14 ans, on avait 14 ans tous les deux, qui s'appelle Sonia, qui s'appelle toujours Sonia, et qui faisait du théâtre. Dans l'école Jacques Cantel, il y avait la femme de Jacques Cantel faisait de la danse, des cours de danse, et lui faisait des cours de théâtre. C'était rue de la Trinité, à Troyes, qui est une petite rue qui donne dans la rue Émile Zola. Ouais. Et donc, pour suivre cette jeune fille, mon amoureuse, eh bien, hop, j'ai choisi de faire du théâtre. Et donc, j'ai fait du théâtre comme ça jusqu'à mon bac. Ouais. Et puis après j'ai continué, j'ai trouvé ça rigolo. Pas forcément très compliqué comme ça. Après, c'est devenu très compliqué. Mais voilà, agréable. Et du coup, ça m'a donné la vocation, comme on dit. D'accord. Par quelle étape tu es passé de ton envie de comédie, du coup, des premiers cours à Troyes, jusqu'à tes premiers pas de comédien sur Paris, etc. Alors, c'est très étrange parce que ça s'est fait assez naturellement, sans accroc. C'est-à-dire que j'ai commencé ici donc avec Jacques Cantel, j'ai eu mon bac, je me suis inscrit en fac de droit à Troyes. Je n'ai jamais poussé la porte de la fac. Honte à moi. Enfin, honte à moi, c'est comme ça. Mais j'ai continué avec Jacques Cantel à faire une compagnie semi-professionnelle. Donc on faisait des spectacles à Troyes. D'accord. On en jouait 3, 4, 5 toute l'année comme ça, on roulait. Et puis après, j'ai passé une audition à Paris pour partir en tournée théâtrale avec Darry Cole. Et j'ai eu cette audition, j'ai eu ce rôle. Et voilà. Et après, je suis arrivé à Paris et finalement, tout s'est enchaîné puisque j'avais déjà travaillé, donc j'avais déjà mon statut, comme on dit, d'intermittent du spectacle. J'ai fait des cours à Paris et voilà. Petit à petit, ça s'est enchaîné. Oui, oui. Ok. Du coup, maintenant, le doublage, à quel moment c'est arrivé dans ta carrière? C'est arrivé totalement par hasard quand j'avais 20 ans. En arrivant à Paris, en revenant de cette fameuse tournée avec Darry Cole, j'ai contacté quelques comédiens que je connaissais, dont Henri Poirier. Henri Poirier, qui est un mec absolument fabuleux, qui a joué au théâtre énormément, à la télé, on l'a vu partout, et qui m'a emmené dans un studio de doublage qui se trouvait sur les Champs-Élysées. Et moi, je découvrais ça, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce machin incroyable? Moi, j'allais voir les films en VF et je me disais, John Wayne, il parle français. Ouais. C'était logique. Incroyable, cette histoire. Et donc voilà, j'ai rencontré des gens là et ça s'est fait très vite parce qu'à l'époque, il y avait que 3 chaînes. Donc on avait le temps. Oui. Pour prendre un exemple, ben voilà, un épisode du Mentaliste qu'on double en une journée et demie aujourd'hui, on mettait 5 jours, 6 jours pour le doubler à l'époque. Donc c'était peinard, on avait le temps de rencontrer les gens, c'était beaucoup plus facile d'entrer dans ce milieu. D'accord. Depuis, tu as doublé donc une longue liste de comédiens, on vient d'en parler juste avant. Dans Le Mentaliste, tu doubles donc Simon Baker dans le rôle de Patrick Jane. Vous l'avez donc regardé en ayant des idées lubriques. L'avez-vous déjà touché? Non. Pourquoi protégez-vous votre côté droit? Qu'est-ce que vous cachez? Je ne cache absolument rien, enfin. Si, il y a un objet dans la poche intérieure de votre veste qui vous rend nerveux. Non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vous dis qu'il n'y a rien. Oh, à part mon portefeuille. Pourquoi cherchez-vous à dissimuler votre portefeuille? Aujourd'hui, qu'est-ce qui représente pour toi Patrick Jane? C'est énorme. C'est énorme. Ça a été une de mes plus belles expériences de liberté de jeu. À la synchro, au doublage, c'est vrai qu'on est assez prisonnier, entre guillemets, de ce que fait l'acteur qu'on va doubler. Il faut respecter son état d'esprit, son humeur. S'il rit, il faut rire. S'il pleure, il faut pleurer, etc. Là, c'était pareil. Sauf que Simon Baker, le comédien, il a une liberté de jeu tellement incroyable que nous, ça se retrouve. Pour moi, en tout cas, ça se retrouve au doublage. Et donc, je pouvais prendre aussi des libertés dingues. C'est-à-dire qu'on a fait une version française qui était vraiment très française. C'est-à-dire que dès que l'humour anglais, américain, était difficilement traduisible, on changeait tout. D'accord. Mais carrément tout. D'accord. Donc, il y a des passages en français qui n'ont rien à voir avec l'original. Avec la version originale. Mais au moins, il y a cette liberté de ton qui fait que je pense qu'on a réussi à faire une super VF. Ouais. La VF est super, la série est super. C'était super. Bien. Ouais. Super série. Tu l'avais déjà doublé, Simon Baker, avant Mentaliste? Oui, je l'avais doublé pas mal de fois et la première fois c'était dans une série qui s'appelle Le Protecteur, qui était aussi sur TF1, où il faisait un avocat qui, parce qu'il s'était drogué,
avait des heures de travail d'intérêt général à faire et il défendait les causes perdues. Il D'accord. défendait les pauvres, etc. Alors que c'était un avocat d'affaires qui gagnait énormément d'argent. Ah oui, d'accord. Mais c'était passionnant. Et déjà, il était incroyable. Incroyable. Il y a des écoles pour non-voyants. Il n'y a pas de place dans Parce les qu'elles médias. sont privées. Ce n'est pas un problème Je d'argent. tiens à m'assurer que toutes les autres solutions ont été Nous tentons explorées. de trouver une famille d'accueil qui puisse lui convenir ou une place dans un centre spécialisé. Monsieur le juge, l'hôpital psychiatrique dont on vous parle n'est pas un placement raisonnable pour Samantha Gray. Dans les comédiens que tu as le plus doublé, il y a également Grant Shaw, que tu as doublé pour la première fois dans la série Melrose Place, dans le rôle de Jack. Tu as très bien fait, Joe. Tu as pris la plus courageuse des décisions. Je l'espère. Et Austin le saura un jour. J'arrive pas à me faire à l'idée que jamais plus je ne le reverrai. S'il a le quart de l'opiniâtreté de sa maman, attends-toi à ce qu'il vienne frapper à ta porte un de ces prochains jours. Tu te souviens de comment tu as été choisi pour le doubler? Alors, c'est une boîte qui s'appelait la Sophie et il n'y a pas eu d'essai. Je me souviens pas qu'on ait fait les castings, des essais pour ça. Donc j'ai été choisi parce que je travaillais déjà pour la boîte. D'accord. Depuis quelques années. Et puis voilà. Puis j'étais blond, on se ressemble un peu. D'accord. On a quasiment le même âge. En plus, à 2 ans près, je crois qu'on a le même âge. Donc ils se sont dit, oh bah tiens, ça c'est Thierry. Allez hop. Allez, hop, c'est pour Thierry. Et c'est la première fois que j'ai doublé ce Jack à moto. Et la série était top. Et on était énormément Beaucoup de à comédiens. plus ou moins commencer. Où ça faisait quelques années qu'on en faisait. On s'est tous retrouvés, on s'est plus jamais quittés après. Ouais, bah oui. Justement, donc depuis Melrose Place, en 92, tu continues de doubler depuis dans tous ces projets, ou presque, notamment ensuite dans la série Devious Maid, dans le rôle de Monsieur Spence. Ouais. Dites-moi, est-ce que ce caleçon est à moi? Quoi? Il était sous le lit et c'est pas la marque que je porte. C'est moi qui te l'ai acheté l'année Je dernière. ne l'ai jamais vu avant, je ne mets que des marques américaines. Et ça c'est un nom italien que je ne peux même pas prononcer. Ok, tu es tellement parano, je veux pas discuter avec toi. Dites-lui que vous l'avez lavé 1 million de Dicte fois. pas ses réponses. Hurle pas comme ça, tu lui fais peur. Hurle pas. Elle est terrifiée. C'était la première fois depuis le Melrose Place que tu le retrouvais dans un rôle principal sur une série? Oh non, je l'avais retrouvé avant. Je l'avais retrouvé dans une série très étrange où il faisait une espèce de diable. D'accord. Je sais plus comment ça s'appelait ça. J'avais fait plein de téléfilms Ouais, les avec téléfilms. lui. Mais c'est vrai que des séries, t'as raison, pas forcément avec des rôles principaux, à part cette fameuse série qui s'appelait, je ne sais plus comment, où voilà, il faisait le diable. Il était D'accord. vachement bien. D'accord. Ça changeait. Ouais. Et puis en 2017, tu le retrouves donc à nouveau dans un rôle principal, celui de Blake Carrington dans la série Dynasty, une version moderne de la série des années 80. Attends. Tu sais, quand 2 êtres sont des âmes sœurs, comme toi et Liam, ils font tout ce qu'il faut pour que ça marche. Ça vient de mon mariage avec Crystal en prison. Je l'ai gardé pour ne jamais oublier qu'on peut tout affronter ensemble. C'est un personnage du coup pour le coup plutôt particulier, qui est un petit peu aux antipodes de Patrick Jane. Tu t'amuses beaucoup sur cette série? C'est extraordinaire. C'est à mourir de rire. Moi, je suis pas très client de ce genre de truc. Ouais. Dynasty, j'ai jamais regardé quand j'étais petit, c'était Ouais. dans les années 80. Et je me suis dit, bon, bah, c'est du travail, hein, on va le Ouais, faire. bien sûr. Et puis non, on est tous comme ça, absolument scotchés par cette série qui est très bien faite. Ouais. Le scénario est top, ils ont mis des moyens absolument énormes. Les décors, les costumes, la musique est vachement bien. Tout est bien, les acteurs sont super bien, les dialogues sont très bien. Justement, j'allais dire l'adaptation est vraiment Ouais. top parce que la Non, version c'est française. vraiment bien. Et vraiment, oui, on s'amuse, mais comme des fous. On recommence bientôt, là. Scoop, On la attend, saison 5. on attend vite la saison 5. Eh ben, je la commence demain, la Ah, saison 5. Alors super. demain, je ne sais pas quel jour ça va être diffusé, Ouais, mais ouais. en tout cas, demain, lundi 24 janvier, ouais. on commence la saison 5. Je commence la saison 5. Alors on espère avoir vite la version française. Il va falloir attendre quelques mois quand même. Hein. On est impatient. Dans Desperate Housewives, tu doubles Gail Harold dans le rôle de Jack. Chérie, je t'en prie. Touche pas. Mais à mes oreilles. Mes oreilles, c'est interdit. C'est venu dans la conversation, on s'est mis à parler des filles, elles ont toutes des fantasmes différents. Et je lui ai raconté qu'une de mes copines de lycée couchait en gardant ses chaussures. Et Mike m'a parlé du Lobe Masutra. Le Lobe Masutra. Oh. Arrête là. Mike et toi, vous arrêtez de vous voir. Tu connaissais la série avant d'arriver dessus? Oui, je connaissais un petit peu la série et je connaissais surtout lui, D'accord. qui est un comédien extraordinaire. C'est un des meilleurs comédiens que j'ai jamais doublé et que j'ai jamais vu. Et le problème, c'est qu'il fait plus grand-chose. Ouais. Il a énormément envie de réaliser, comme Simon Baker, Ouais. Baker qui fait pas grand-chose en ce moment. Et Gail Harold, je l'avais doublé dans une série qui s'appelle Queer as Folk, D'accord. sur l'homosexualité, tout le milieu homosexuel D'accord. aux États-Unis, qui est une série prodigieuse, adaptée d'une série anglaise. D'accord.
Il y a 5 saisons. Et on s'est éclaté tous à jouer ça, mais c'était fabuleux. Et Gail Harold, c'est à surveiller, ce comédien est dingue, dingue. Ding, ding, ding. La bonne réponse est personne. Sois pas cynique. Mon ange, je ne suis pas cynique. Je suis... Réaliste. Tu permets que je termine mes phrases. Je hais les couples qui s'amusent à ça. J'en crois pas mes oreilles. Tu as des couples? Ok. Justement, sur Desperate Housewives, du coup, tu retrouvais Claire Guyot, avec qui tu as travaillé du coup sur le premier doublage de La Petite Sirène, des studios Disney. Donc, tu étais la voix du prince Eric. Je suis désolé si ce sac à puce vous a fait peur. Il n'est pas méchant, vous savez. C'est drôle. Il me semble vous avoir vu quelque part. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Oui, n'est-ce pas? Je le savais. Quel souvenir tu gardes de cette expérience sur ton premier Disney? Oh, c'est une espèce de rêve éveillé. C'est quand on est choisi pour faire un Disney, le prince en plus. En plus, c'est n'importe quel rôle. Voilà. Non, c'est vraiment bien. Et puis on était entouré de gens incroyables, incroyables. Entre Micheline Dax, entre Henri Salvador, etc. Puis on avait des conditions de boulot énormes, des conditions Disney. C'était tous ensemble dans le... On était tous ensemble, pas forcément, ça dépendait de toute façon des libertés de chacun, mais il y a un moment donné, on était tous ensemble pour la projection de début, pour la projection de fin, on était super bien reçus, il y avait des petits gâteaux, des machins, des trucs, c'était un truc énorme, et on avait quoi? On avait 25 ans, 27 ans, je sais pas, un truc comme ça. Et je crois que Claire, c'était carrément son premier doublage, son premier énorme truc chanté en plus. Chanté en plus. Claire, on s'est jamais quitté après. Depuis, tu en as fait d'autres, des Disney. Tu as été appelé pour Mulan, Ratatouille. C'est toujours le même rêve quand on revient sur un Disney? Oui, oui, toujours. On sait que ça va être un truc exceptionnel, que ça va être intéressant à faire, que ça va être bien, parce qu'en général, c'est toujours bien. Disney, toujours. Et puis, et Mulan, c'était vachement bien parce que je chantais aussi dans Mulan, puis je faisais un des 3 gros copains, donc il fallait un peu parler comme ça, un peu changer ma voix, tout. Yao, relax et chante avec moi. Et Ratatouille, ça c'était sportif par contre. Là j'ai dû perdre 2 kilos. Là. Il n'arrête pas de bouger partout, tout ça. Et moi je bouge beaucoup au micro. Parce que j'estime que quand on fait les mouvements et tout ça, le ressenti du spectateur est plus réel, et plus intéressant. Donc voilà. Aïe, je reviens. Où est-ce que... Faites pas attention, je vous ramène ça tout de suite. Alors attends, par là, je reviens. Merci beaucoup. Parmi tous les doublages que tu as effectués, y compris ceux dont on n'a pas parlé, lequel a été le plus difficile à faire pour toi? Je pense que c'est sur Andy Garcia. Quand je doublais Andy Garcia, que ce soit dans Les Incorruptibles, oui, ça c'était pas évident, ou dans le film avec Michael Douglas là, qui se passe au Japon. Ça c'était bien compliqué ça. Dernières heures à Denver que j'ai fait avec Michel Derain qui dirigeait. Et particulièrement celui-là. Là, on a bossé, mais vraiment comme des fous furieux, pour être vraiment pile dans l'image, dans sa respiration, surtout. Et c'est depuis ce film-là, surtout, que je fais gaffe aux respirations. J'estime que quand tu arrives à respirer en même temps que lui, inspiration, expiration, les ouvertures de bouche, les hésitations qu'il fait, etc., on est dedans. On est dedans, il y a même plus de synchronisme qui est important, c'est qu'on a l'impression qu'il parle français. Et ça, c'est super important. Et là, ça, c'était très dur. Regarde, tu reconnais cette fille? Tu la reconnais? Tu te souviens d'elle? Vous savez ce que ce monsieur a fait à cette fille? Restez assis! Où vous allez rester assis? Hein? Raconte-leur ce que tu as fait. Lequel t'a laissé le meilleur souvenir?
Il y en a plusieurs, mais je dirais Ratatouille et le mentaliste. Ratatouille et le mentaliste. Ouais, ouais. Ouais. Non. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose, inspecteur, non. Vous choisissez l'option de faire le méchant dès le début. Vous êtes plutôt bon en méchant. Vous êtes très intimidant, je vous l'accorde, oui. Mais à ce stade, il faut jouer au gentil. Se montrer courtois, agréable, établir une certaine complicité. Vous pourriez même dire un truc comme « Vous avez soif ?» Et je répondrais « J'aimerais bien un petit thé. » Quel acteur tu prends le plus de plaisir à doubler et à retrouver? Bon, Simon Baker, oui, c'est évident. Oui, je vais dire lui, parce que voilà, à cause de sa liberté de jeu. D'accord. Ok. Donc tu es actif dans le doublage, on vient d'en parler, mais tu fais également du cinéma et de la télévision. Les gens connaissent ta voix, mais connaissent également ton visage. En 2004, tu intègres le casting d'une toute nouvelle série pour France 3, Plus belle la vie, une série populaire qui perdure dans le temps, qui réunit depuis 17 ans des millions de téléspectateurs chaque soir. Combien de temps tu as été présent dans cette série? Alors, j'ai commencé vraiment au tout début. Au tout début, j'étais du premier plan du premier épisode, avec nos valises, avec Cécilia Ornus, Blanche et les enfants. On revenait du Canada. Allez mon petit papa, c'est toi le plus fort. J'aime quand on me parle comme ça. Tonton Blanche. Je suis contente de rentrer à la maison. Pas toi? Si. Super. Le boulot, les impôts, mon père et son sale caractère, tes parents qui appellent toutes les 10 minutes. Finalement, j'étais très bien au Canada, moi. Je suis resté 1 an et demi. Je suis parti au bout d'1 an et demi parce que j'avais plein de trucs à faire, dont Ratatouille, dont Joséphine Ange Gardien, j'avais un rôle assez important, tout ça. Je me suis dit, allez, c'est bon. Je suis revenu en 2012 pour faire une petite apparition pour l'anniversaire du 2000e épisode. D'accord. Et 8 ans après, en 2020. Donc en fait, je suis là depuis le début, très épisodiquement. Voilà. Et là, je suis resté quelques mois et je devrais revenir sans doute au printemps 2022. On va voir. D'accord. Ce qui est bien, c'est que justement, tu peux revenir quand tu veux, entre guillemets, parce que le personnage est toujours là. Même quand on ne voit pas, on parle de toi dans les épisodes. Donc c'est l'avantage. Ça, c'est très bien. Du coup, justement, ma question d'après, c'était comment est-ce que tu as fait à gérer le tournage qui se fait à Marseille en plus, et puis éventuellement les doublages sur Paris, les rôles, etc. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé surtout depuis septembre dernier, où septembre, octobre, jusqu'au 23 décembre, j'ai bossé 7 jours sur 7, non-stop, pendant 3 mois et demi. C'est fatigant. C'est un peu fatigant, puisque j'étais au théâtre à Paris du jeudi au dimanche, dans une pièce d'Edmond Rostand qui s'appelle Les Romanesques, qu'on la joue encore en tournée en ce moment. Et de la journée, je faisais donc du doublage. Le soir, j'étais au théâtre. Le dimanche, on terminait à 17h. Il y a une moto-taxi qui venait me chercher au théâtre dans le 16e arrondissement à Paris, qui m'emmenait Gare de Lyon. Je prenais mon train à 19h. J'arrivais le soir du dimanche. Le lundi, je tournais, donc réveil à 6h du matin ou à 8h du matin, machin. Lundi, mardi, mercredi. Et le mercredi, je repartais à Paris pour jeudi théâtre. Effectivement, c'est sport. C'est très Paris, sportif. Marseille, c'est quand même pas la porte à côté, donc forcément... Oui, alors en train, c'est 3 heures, 3h20. Donc ça va, mais sur 4 mois... oui, voilà, c'est ça. C'est sur la durée. C'est difficile. Du coup, comment tu nous résumerais cette expérience sur Plus belle la vie et l'impact qu'elle a eu sur ta vie et sur ta carrière? C'est absolument énorme. C'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'on, d'abord, Plus belle la vie, ça donne une assurance sur le tournage par rapport à la caméra qui est très importante parce qu'on tourne énormément et très vite. Et du coup, il faut trouver la bonne intonation, le bon jeu, le bon feeling très très vite. C'est un peu comme en synchro d'ailleurs. Et souvent, les comédiens qui font du doublage sont plus à l'aise quand ils vont tourner sur des choses comme Plus belle la vie qui se tournent très vite. Qui sont rapides. Le rythme, c'est quoi? C'est un jour un épisode à peu près? Oui, c'est ça. Mais on cross-board, ce qu'on appelle, c'est qu'on peut tourner jusqu'à 15 ou 20 épisodes en même temps. D'accord. On prend un décor et les épisodes 1, 12, 17 et 20 sont tournés en même temps. D'accord. Donc, quand on tourne le 20 d'abord et le 1 après, on est un petit peu perdu, mais heureusement, il y a des gens, évidemment, qui sont là, des scripts, des directeurs d'acteurs qui, eux, savent tout. D'accord. Donc, voilà. Et après, ce que ça m'a apporté, c'est la notoriété. Et ça, c'est vachement important, parce que quoi qu'on en dise, on a quand même tous un peu envie de faire ce métier pour avoir notre nom gros comme ça sur une affiche. Ne rêvons pas. Bon, il y a des modestes, mais enfin, même les modestes, à un moment donné, voilà. Et du coup, voilà, je connais ça, je connais l'histoire de faire des interviews, par exemple, d'avoir des demandes d'interviews, d'être reconnu dans la rue. Et ben, c'est vachement bien. C'est très gratifiant. Et puis parce que les gens sont super gentils, ah j'ai bien aimé, je vous ai bien aimé hier, ou alors ah, je vous ai détesté hier, vraiment c'est pas sympa en ce moment, mais c'est drôle quoi, c'est bien. Et voilà, et donc ça je connais ça, donc ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien, mais au moins je connais. Donc ça va, tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. Alors ça ne sert à rien, c'est vrai et c'est pas vrai. Ça sert pour faire du théâtre par exemple, parce que la notoriété permet de rencontrer des producteurs qui ont un petit peu plus confiance, qui ont moins peur de miser sur toi, parce que tu es un peu connu, donc tu vas attirer plus de spectateurs. Voilà. Merci beaucoup Thierry de m'avoir permis de te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière dans le doublage. Que nous dirait Patrick Jane pour terminer cette interview? Que dirait Simon Baker, Patrick Jane en ce moment? Il dirait, mon cher Johan, très cher téléspectateur, je sais que vous allez regarder VF en série bientôt avec notre ami Johan. Et vous avez bien raison, parce que je devine que c'est une très très bonne émission et que c'est très intéressant. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vais rejoindre Lisbonne qui m'attend dans ma DS. Merci.